Je devais au départ, j'avais prévu de faire une analyse, j'ai suivi une population de hérissons pendant 10 ans en région parisienne. J'avais envisagé de faire la présentation de mes données biologiques. Hein, on entend mal avec le micro, je peux comprendre. d'accord. Alors j'avais prévu de faire une analyse de mes données démographiques et je me suis dit, vous allez voir plein de graphiques et donc j'allais aller chercher une autre entrée. Alors l'entrée, je l'ai choisi de faire sur cette fameuse annonce qui traîne avec pétition sur la disparition prochaine du hérisson en termes de catastrophe écologique. Alors j'ai essayé de chercher un petit peu d'où venait cet appel au peuple, urgence, etc., à une pétition en 2016 en France, lancée par quelqu'un, qui a recommencé d'ailleurs effectivement en 2022. Vous voyez, le hérisson aurait dû être en 2025, après il aurait dû être en 2030. La personne en question m'avait contacté en 2016-2017. Je l'avais eu pendant 1 heure au téléphone, je l'avais raccroché tellement j'en avais marre de l'entendre. Alors j'ai peut-être un sale caractère, c'est même sûr, mais je remarque que par la suite, il a appelé FNE, SNPN et puis l'UICN, et tous m'ont dit on lui a raccroché au nez aussi au bout d'une heure. Donc mon sale caractère n'est pas forcément en cause. Peut-être de l'individu aussi. Ceci étant, en regardant un petit peu d'où venait cette appellation-là, je me suis rendu compte, en cherchant dans les articles de journaux, etc., que tout est parti d'un article du Guardian en Bretagne, basé sur des déclarations de Nigel Reeve. Nigel Reeve, c'est le 2e pape hérisson en Europe, après Pat Morris, les plus anciens vont travailler dessus. Et Nigel Reeve disait, en 2025, le hérisson en Bretagne disparaît de 25% tous les 4 ans, il va disparaître en 2025, mais il n'y avait rien derrière, aucune donnée, aucune argumentation, rien. Et partant là, ça a commencé à faire un buzz en Europe. Bon. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui permet d'affirmer cette catastrophe annoncée? Donc je suis allé donc chercher un petit peu dans les biblios, et je me suis rendu compte qu'on a en fait 3 types de données. Des données qui proviennent de pays, soit de pays, de comparaison d'enquête de présence, de d'échelle de pays à 2 époques différentes, et en fait, il n'y a que 2 pays qui ont fait ça. L'Angleterre et la Suisse. Point. Ou bien des décomptes d'animaux morts le long de route, à des époques différentes parfois, hein. Et on a effectivement 4 pays, vous voyez un peu aussi les époques. La Suisse avec Berthoud en 82, et puis Italie, Angleterre, Belgique, Hollande, etc. Et puis, dernier point, des suivis de population par CMR, ou la M37, qui ont duré parfois 5, 6, 7, 8, 10 ans, là encore à des époques différentes. Donc je me suis dit, qu'est-ce que ça donne? Suivi de population sur site témoin. Vous voyez, la Suède, pendant presque 8 ans, une stabilité. Là, en Écosse, là, sur une population qui était introduite dans des îles, une diminution de 10% en 5 ans. Là, le travail le plus intéressant, c'est celui qui était fait en Hollande, sur la base de sites témoins répartis dans tout le pays, comptés chaque année, hein, effectivement, par des parlementaires qui les comptaient, 5% sur les 17 ans. Vous voyez surtout l'importance, c'est cette grande diminution, et puis là, ça repart et ça rediminue. Pareil pour l'Allemagne. Donc, deuxième cas de figure, les cadavres sur parcours témoin. Là aussi, Berthoud ensuite, dès 82, montrait une diminution de 30% en 17 ans. Okay. Peter et al., ce qui c'était en Angleterre, on est à moins 21% en 11 ans. Le seul cas de figure vraiment inquiétant, c'est ce qui s'est passé en Italie, dans la plaine du Pô, où on a moins 80% en 16 ans sur un seul site. La plaine du Pô, vous le savoir, a été énormément transformée dans toute la partie nord de l'Italie au cours de cette période-là. Et puis l'enquête de répartition. Encore une fois, il n'y a que 2 pays qui l'ont fait. L'Angleterre, effectivement, alors là, une constatation en comparant 60-75 et 2000-2015, moins 5 à moins 7% de l'aire de répartition sur la base de carré de 10 sur 10, hein, qui aurait régressé. Avec quand même des grandes différences d'abondance constatées. On demandait aux gens de dire si, d'après eux, il y avait beaucoup, moyennement, peu ou très peu de hérissons. Et en fait, il y aurait effectivement des grandes différences d'abondance. Intéressant, c'est le Grand Londres, le milieu périurbain. On dit que le périurbain est évidemment le milieu de refuge du hérisson. Le Grand Londres, du fait tout bêtement de l'augmentation de l'urbanisation, moins 16% de présence dans le Grand Londres. En Suisse, sur le canton de Zurich, moins 12% en pratiquement 15 ans. Et là aussi une diminution de l'abondance, c'est-à-dire que 38% des carrés en 92 étaient annoncés comme une très bonne abondance de hérissons. Il n'était plus que 11% en 2016. Et sur une zone bien suivie par CMR, et c'est le problème des suivis de population par CMR, qui sont toujours sur des populations très restreintes. Or, le hérisson se déplace, et donc dès qu'on travaille sur des superficies de 40-50 hectares,
on montre en fait, on accentue les problèmes de fluctuation tout bêtement à cause de ces migration de la population. Donc sur une zone suivie par CMR, un déclin de 96%. En Angleterre, science participative, très intéressant, c'est qu'on a en fait plusieurs réseaux qui ont utilisé données de Hérisson, hein, un système équivalent à l'Observatoire des zones de jardin, ou bien à un système de ce que fait un peu la LPO avec des tunnels, empreintes, etc., ou bien encore le comptage de mammifères le long des routes par les gens. Et on se rend compte que, selon la méthode, vous avez ici sur le B plus moins SE, c'est l'indicateur de tendance, donc la perte annuelle, la décroissance annuelle de population. Tous les indicateurs disent effectivement une décroissance. Hein. Mais vous voyez, on est pratiquement avec l'indice 100 au démarrage, en 2003, on est pratiquement parfois à moins 70%, ou à même pas moins 5%, moins 10%. L'important, parce que je vais voir la petite suivante, c'est de regarder cette courbe-là. Ces deux courbes, la jaune, c'est Pet Living with Mammals, donc étude de la trace, et celle-ci, qui est basée sur une sorte de zone de jardin, pratiquement, qui s'arrête en 2015. Ça a été continué donc jusqu'en 2020 et plus. La courbe de zone de jardin, Pet Living with Mammals est là. Ça diminue jusqu'en 2015, et depuis 2015, on a une stabilité. Aux zones de jardin, ça a bien diminué, et c'est reparti. Si on regarde l'abondance par le nombre de traces, etc., on remarque effectivement qu'il y a bien une diminution, et l'abondance au démarrage, et elle repart. Mais avec une grande variabilité. Ce qui veut dire qu'a priori, sur les sites où il reste du hérisson, les populations ont plutôt eu tendance à accroître leurs différences démographiques. Certains fonctionnent encore avec de grosses populations qui se portent encore mieux, et d'autres continuent à diminuer en abondance. L'autre intéressant, c'est là, moins 30% en global en Angleterre, on est pratiquement à moins 50 et quelques en Écosse. En Angleterre elle-même, dans le sud-est de l'Angleterre, l'East Anglia, on est à même pas moins 10. Dans les Midlands, qui est le nord de l'Angleterre, les paysages de Londres qui ont été fortement transformés avec abandon des moutons et ainsi de suite des cultures, on est pratiquement à moins 70%. Sur les donc des sites témoins qui donnent aussi des résultats contradictoires, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Effectivement, globalement, ça a diminué. Mais ça n'a pas diminué tel qu'on le dit et tel qu'on l'annonce, tel qu'on le prophétise. Beaucoup moins qu'on ne pensait. Hein. Deuxième chose, on peut travailler sur les hérissons de fluctuation si on a des tendances qui sont au minimum basées sur 10-15 ans. Voilà. Troisième élément, le compte des morts par tronçon de route, on en parle à l'instant via la présentation de FNE, c'est en fait un indicateur qui semble surestimer les tendances de diminution. Hein. Malgré l'augmentation du trafic, hein, il y a néanmoins, semble-t-il, un facteur qui aggrave les tendances de diminution. Hein. Troisième élément, répartition et d'évolution différente entre milieux ruraux et périurbains, ça on le savait. Ce qui veut dire que si on veut vraiment mettre en place un certain hérisson dans le futur, il faudra bien choisir sa méthode et deuxièmement, bien clarifier et sa stratégie d'échantillonnage pour tenir compte des différents types de milieux. Alors, attendez, pardon. Quelle densité, maintenant, le hérisson aujourd'hui? Hein, on dit que ça a diminué, comme milieu urbain, il y en a beaucoup plus qu'au milieu agricole, etc. Là, j'ai eu un coup de mal, vous voyez, j'ai passé un paquet de revues, d'articles en revue, et j'ai eu un peu de mal à avoir des questions de densité, parce qu'en fait, très peu de gens ont réellement travaillé sur CMR, par CMR, sur des populations. Certains ont travaillé par tracking, ils me disent, ben, dans mon coin, j'avais tant de densité de hérissons, et ainsi de suite, donc des valeurs indicatives. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est que, effectivement, les densités, quand on est en zone forestière, sont à peu près de 2 à 7 hectares. En zone agricole, 4 à 45, vous voyez, pas de prairies, pâtures, etc. Et en urbain, on va aller de 22 à 179. J'ai mis à part les populations de Nouvelle-Zélande, où les animaux étaient introduits, hein, et on a des densités qui sont vraiment faramineuses. 225 individus au 100 hectares, un hérisson pesant en moyenne 800-900 grammes, il bouffe pendant pratiquement 380 ou 200 jours par an, son équipe 30% de son poids en insectes, etc. Vous faites le ratio par rapport à une production de pâture, il y a un truc qui ne colle pas. Uniquement en ressources trophiques, il y a un truc qui ne colle pas au niveau bilan. Et on passe on peut constater aussi qu'en périurbain, les densités étaient parfois fortes avant 2000, donc le phénomène de l'attraction du périurbain pour les hérissons n'est pas nouveau, hein, même si, encore une fois, les études récentes sont un peu plus faibles. Et puis, par contre, le seul point positif aujourd'hui, c'est du périurbain, et peut-être que ça a diminué effectivement en
Alors, pourquoi est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut la compenser, cette mortalité, ou autre, etc. Bah, a priori, on est un peu contraint. Cette bestiole a une fécondité relativement faible. Hein. Une portée ou une portée de 2,2 par an par femelle. Donc on est à 6, 8, 7 petits par an. Un premier point. Bon, tant pis, on va passer. Pardon. Une mortalité qui est très forte la première année, qui se stabilise par la suite et qui recommence ensuite à diminuer très fortement, passé l'âge de 6-7 ans. Hein. Donc on a une espèce qui est intermédiaire type R et K, faible productivité, fort petit juvénile, survie adulte longue par rapport à sa taille, hein, et une espérance de vie moyenne, c'est-à-dire une espèce qui, au plan démographique, répondra très lentement ou très difficilement à toute action en sa faveur. Hein. L'hiver, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas la pire saison. Vous avez ici l'âge des 3 survies passées la première année, vous avez ici les survies hivernales calculées dans nos populations en région parisienne. Vous voyez que tout truc confondu, on est à 70-90% de survie hivernale. Hein, sauf effectivement en première année. Deuxième élément, voilà. Deuxième élément qui ressort, c'est mes suivis de 10 ans de population en région parisienne, une survie globale annuelle extrêmement variable. 20 à 30% maximum en ces années-là, même moins. Et puis, les années, vous avez une très forte survie. Donc ça veut dire que selon les années, les facteurs peut-être climatiques, peut-être de ressources alimentaires ou autres, votre population elle va connaître des grands à-coups. Et la route était le principal facteur de mortalité. Hein, les questions que tu posais, Georges, sur les populations, j'ai trouvé 40, 50 et quelques plus d'animaux. Il y a 43% morts route. Effectivement, le restant c'est de la prédation et aussi des maladies, hein, qui sont un facteur qui est parfois assez présent dans les populations de hérissons, avec une répartition mensuelle qui est à peu près celle qu'on a, qui correspond à un truc. Donc je me suis dit, comment on peut bouger ça et sur quoi on peut agir. Premier élément, une population naturelle de hérissons s'accroît en moyenne de 3% par an. Voilà. Par contre, ça leur fait parler de matrice de Leslie, hein, c'est un truc classique, on met les populations. Par contre, on peut regarder le facteur qui présente la plus grande élasticité, c'est-à-dire celui sur lequel, en le faisant bouger et en gardant les autres facteurs démographiques constants, on aura la plus forte réponse démographique de la population. Hein. Si on fait bouger les femelles de deuxième année de 0,33, quand observé à 0,56, on passe à 1,5% d'augmentation. Pour les mâles, on les passe de 20% à 43% en première année, on n'augmente pas du tout le taux d'accroissement. La taille des portées, vous voyez qu'on l'a fait passer de 3,6 à 4,4, on passe à 6%. Et la survie des femelles en première année, si on fait passer la survie de 27 à 43, pardon, c'était l'inverse, hein, donc on fait diminuer la population. Ce qui veut dire que le facteur démographique clé, en fait, quoi qu'on puisse en penser, eh ben, c'est la survie des femelles, surtout en première, voire en deuxième année, voire l'amélioration de leur fécondité. Ce qui veut dire clairement que ça passe par deux choses. J'ai fini. Bon, ça passe par deux éléments. Un, les ressources trophiques. Leur faire donner des milieux dans lesquels ils puissent avoir à bouffer. Et deuxièmement, aménager les milieux, notamment pour les jeunes femelles, mais aussi, bon, parfois pour les jeunes mâles, où ils aient le moins de risques de se déplacer pour effectivement la mortalité routière. Voilà. C'est un petit peu des indications pour le futur, pour savoir comment conserver cette espèce. Merci à vous. Question pour Christian. Justement, si c'est la fécondité des femelles qui est un élément essentiel, est-ce que justement l'augmentation des pesticides dans le milieu n'est pas là pour diminuer cette fécondité pour Alors, on a malheureusement très peu d'études qui portent sur les pesticides et autres produits toxiques. Il y a effectivement Berthaud qui a fait un très beau travail en 80 dans sa thèse sur ces éléments-là. Hein. Depuis, on a un travail qui a été paru récemment, en 2012 ou 16, je ne sais plus, dans ces animaux en France, qui montre l'impact des anticoagulants, surprenant, parce que normalement, ils ne bouffent pas des rodenticides, voilà. Et très peu de pesticides dans les animaux trouvés morts sur route. Par contre, les animaux trouvés morts sur route, beaucoup de toxicité liée à des métaux lourds. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça signifie? C'est clair qu'aujourd'hui, on n'a pas les éléments
scientifique en analyse pour dire est-ce que oui ou non les pesticides ont un rôle. Alors peut-être qu'ils ont un rôle indirect via les ressources trophiques, c'est possible. Mais aujourd'hui, on n'a pas plus que ça. Les mâles ayant des mouvements beaucoup plus importants que les femelles, notamment en période de rue, est-ce qu'il ne serait pas bien d'affiner la mortalité routière en faisant du sexage des cadavres retrouvés, des échantillonnages? C'est fait, je ne vais pas présenter les données ici, il y en a plein. Ce qui est sûr et certain, c'est que dans les cadavres retrouvés sur route, 60 à 70% ce sont des mâles. Hein, c'est ça, effectivement. Mais quand tu accrois la mortalité des mâles dans le domaine démographique, tu fais très peu bouger le taux d'accroissement. Donc pour moi aujourd'hui, en étant un peu brut de décoffrage et provocateur, je dirais les mâles ils peuvent crever. Par contre les femelles, il faut faire attention à tout prix. Parce que c'est effectivement la clé du fonctionnement démographique. J'exagère volontairement pour vous provoquer. Et justement, est-ce qu'on ne surestime pas l'impact de la mortalité routière qui en fait Alors, touche essentiellement des mâles? La mortalité routière, si on l'a. Alors il y a un travail fait en Hollande de comparaison entre une population près de route